Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au module 7, un module particulièrement intéressant que je qualifierais même de dramatique. Dans le module 6, nous avons discuté que la réglementation prudentielle vise à maintenir la solidité de chaque institution financière en incitant celle-ci à agir prudemment. Nous avons également discuté que la faillite d'une institution financière peut avoir des incidences négatives très importantes pour les particuliers et les entreprises qui sont ses créanciers. Mais le danger ne se limite pas là. Tel qu'énoncé à la page 12 du livre vert de 1985, et je cite, « Une autre raison expliquant l'importance attachée à la solvabilité des institutions financières est le souci d'assurer la stabilité globale du système financier. » Comme l'exposera le présent module, les problèmes financiers d'une institution financière peuvent facilement mener à des problèmes chez une ou plusieurs autres institutions financières. Les problèmes financiers de l'un peuvent être contagieux et peuvent facilement entraîner une crise à l'échelle du système financier national et même mondial. Et voilà donc l'optique macro de la réglementation prudentielle et le thème de ce module, c'est-à-dire contribuer au maintien de la stabilité du système financier. Bien qu'il existe des éléments de la réglementation prudentielle uniques au maintien de la stabilité du système financier, nous n'allons pas aborder ces éléments en profondeur dans ce module. Ceci est dû au manque de temps et au fait que les éléments de la réglementation prudentielle que nous avons abordés dans le module 6 sont parmi les plus importants dans le maintien de la stabilité du système financier. De plus, les travaux de recherche, synthèse et réflexion traitent de deux éléments de la réglementation prudentielle unique au maintien de la stabilité du système financier. Ces deux éléments ont été mis en place à la suite de la crise financière mondiale de 2008, soit la crise financière la plus importante depuis la Grande Dépression de 1929 et des années 1930. Le côté positif de la crise de 2008, que nous allons étudier à fond dans le présent module, est qu'elle a permis au Canada et à de nombreux pays à travers le monde de mieux s'outiller pour affronter d'autres chocs économiques et financiers, y compris ceux découlant de la pandémie de la COVID-19. Le présent module portera sur le maintien de la stabilité du système financier en répondant aux questions suivantes. Premièrement, pourquoi l'effondrement d'une institution financière peut-il être contagieux? C'est-à-dire, quelles sont les façons dont la crise d'une institution financière peut entraîner une crise du système financier? Nous aborderons ces questions un peu plus tard dans le présent enregistrement. Deuxièmement, comment la participation directe des banques américaines, européennes et du Royaume-Uni dans les marchés de capitaux a-t-elle mis au jour trois catalyseurs importants de la crise financière mondiale de 2008? Le deuxième enregistrement de ce module porte sur deux de ces trois catalyseurs. Troisièmement, qu'est-ce que la titrisation et comment est-elle devenue un des trois importants catalyseurs clés de la crise de 2008? Le troisième enregistrement de ce module abordera cette question. Quatrièmement, quelle était l'ampleur de la crise de 2008 et les mesures prises pour sauver l'économie américaine et par ce fait l'économie mondiale? Quelles mesures l'administration du président Obama a-t-elle examinées et prises en 2009 pour regagner la confiance du public et des marchés dans les institutions financières? Mais le documentaire Money, Power and Wall Street traite de ces questions. Et cinquièmement, à la suite du documentaire, les dernières lectures dans le cadre de ce module 7 portent sur la question suivante. Pourquoi les institutions financières canadiennes s'en sont tirées de la crise de 2008 presque indemnes? Je vous suggère de faire l'écoute du présent enregistrement au complet ainsi que les deux prochains enregistrements avant de visionner le documentaire dont le lien se retrouve dans le plan de cours. Les trois enregistrements exposent des notions et des concepts qui ne sont pas abordés en profondeur dans le documentaire, mais qui sont importants dans la mise en contexte des thèmes que le documentaire présente. En passant, dans le documentaire, on fait beaucoup référence à Bear Stearns, Lehman Brothers, Goldman Sachs et Merrill Lynch. Elles sont, ou elles étaient, selon le cas, d'énormes banques d'investissement américaines. Donc, allons-y en examinant le risque de contagion, en anglais contagion risk, soit le risque de l'effet domino que peut entraîner d'énormes conséquences financières.
Comme nous l'avons discuté dans les modules antérieurs, lorsque les assureurs anticipent la possibilité de déviation importante du cours normal des indemnités qu'ils auront à verser, ils se tournent souvent vers la coassurance et la réassurance. Toutefois, qu'arrive-t-il si un assureur sur une police de coassurance fait l'objet d'une telle surprise et n'est pas en mesure de payer sa part d'une indemnité et que l'autre assureur sur cette police se voit devoir payer plus ou même beaucoup plus que sa part anticipée? Ou même, qu'arrive-t-il si un réassureur fait l'objet d'une telle surprise et n'est pas en mesure de payer l'indemnité que lui demande l'assureur, c'est-à-dire le cédant? Ces deux exemples soulignent le risque de contagion découlant de l'interdépendance financière dans le monde de l'assurance. Dans le monde des institutions de dépôt, un risque équivalent se présente au niveau des prêts interbancaires. Nous n'avons pas discuté des prêts interbancaires à date, mais il suffit de mentionner que pour les fins présentes, il existe et ils sont clés dans la gestion des liquidités requises pour le bon fonctionnement des institutions de dépôt. Un gel au niveau des prêts interbancaires peut être catastrophique, comme le relate le documentaire. Le documentaire met aussi en lumière le risque de contagion découlant de l'interdépendance financière à l'échelle mondiale. La rubrique « Risque de faillite du système » aux pages 13 et 14 du livre vert de 1985 décrit 3 autres façons dont la crise d'une institution financière peut entraîner une crise du système financier. Premièrement, si Mme Tremblay apprend que son voisin a perdu tout ce qu'il a épargné pendant sa vie en raison de l'insolvabilité de son institution de dépôt, Mme Tremblay risque de se précipiter au guichet de sa propre institution de dépôt pour en retirer ses dépôts, surtout si la taille et le modèle d'affaires de son institution de dépôt sont semblables à celles de son voisin. L'article du Financial Post à lire dans le cadre de ce module illustre ce phénomène. Pour vous donner le contexte essentiel entourant cet article, en 2017, une ruée sur les dépôts auprès des institutions financières du groupe Home Capital s'est produite après que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario accuse le groupe de tromper ses investisseurs quant à ses pratiques touchant l'octroi des prêts à haut risque. La Commission ne fait aucune mention du groupe Equitable ou de l'institution financière au sein de ce groupe. Toutefois, la ruée auprès du groupe Home Capital ébranle la confiance des déposants et des investisseurs du groupe Equitable, dont la taille et le modèle d'affaires sont semblables à ceux du groupe Home Capital. Passons maintenant à la deuxième façon dont la crise d'une institution financière peut entraîner une crise du système financier, selon le livre vert de 1985. Alors, deuxièmement, les marchés des capitaux peuvent aller en mode recherche de qualité. En anglais, flight to quality. Une faillite ou même la rumeur de la possibilité de faillite de l'institution financière ABC pourrait motiver les fournisseurs de capitaux, c'est-à-dire les investisseurs, soit d'éviter les titres ou les obligations sur le marché primaire d'une institution financière qui a un modèle d'affaires semblable à l'institution financière ABC, ou soit de vendre en masse ces titres ou obligations sur le marché secondaire. Dans les deux cas, la perte de confiance peut entraîner des problèmes sérieux de liquidité pour l'institution financière en question. L'article du Financial Post met aussi en lumière ce phénomène. Une troisième façon dont une crise financière peut survenir serait un bouleversement des actifs semblables dont détiennent 2 ou plusieurs institutions financières, de sorte que ces actifs deviennent non performants. Si la valeur de tels actifs était importante pour le bon fonctionnement de ces institutions, cela pourrait mener à des problèmes sérieux de capital. En fait, ces institutions pourraient être acculées à la faillite si, pour continuer à s'acquitter de leurs obligations financières arrivant à échéance, elles devaient vendre ces actifs dans des conditions de vente forcées, qui feraient davantage baisser le prix de ces actifs. Pour sa part, la crise financière de 2008 a illustré le risque de contagion à une échelle et d'une envergure qui aurait probablement été difficile à entrevoir lors de la publication du livre vert en 1985. Le risque de contagion en question est en raison des interconnexions et interdépendances à l'échelle d'un système financier national et même mondial lié à une seule institution financière. Je cite le budget de 2017 de notre gouvernement fédéral.
La crise financière de 2008 a mis en relief le fait que certaines banques ont une importance systémique. Elles jouent un rôle à ce point important dans le fonctionnement du système financier et dans l'économie qu'elles ne pourraient disparaître au terme d'un processus courant de faillite et de liquidation sans qu'il s'en suive des coûts inacceptables pour l'économie. Le Canada compte 6 banques d'importance systémique nationale. Je ferme la citation. En passant, ces 6 banques sont les suivantes. La Banque de Montréal, la Banque de la Nouvelle-Écosse, la Banque canadienne impériale de commerce, la Banque nationale du Canada, la Banque royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion. Depuis 2008, de nombreux nouveaux termes ont vu le jour dans le cadre de la réglementation prudentielle, y compris les banques et les assureurs d'importance systémique nationale et les banques et les assureurs d'importance systémique mondiale, bien qu'aucun assureur canadien ne tombe dans l'une ou l'autre de ces catégories. Toutefois, 2 des 6 banques que je viens de mentionner sont désignées d'importance systémique mondiale, soit la Banque royale et la Banque Toronto-Dominion. Bon, j'ouvre une parenthèse. Un terme qui n'est pas issu de la crise de 2008, mais qui a gagné beaucoup d'ampleur en raison d'elle, est l'aléa moral, ou parfois risque moral. En anglais, moral hazard. L'aléa moral faisait l'objet d'une des questions concernant l'assurance dans le module 4. L'aléa moral, c'est l'absence d'incitation à se prémunir contre le risque lorsqu'on est protégé de ses conséquences financières. L'aléa moral mène souvent à une conduite différente en raison que l'on se sent à l'abri d'un risque. C'est une conduite non souhaitable de la perspective de la personne qui fournit la protection financière contre le risque. Voici quelques exemples qui illustrent les conduites découlant de l'aléa moral dans le contexte de l'assurance. Un propriétaire qui néglige de verrouiller la porte de sa maison parce qu'il est assuré. Un conducteur moins prudent à cause de l'assurance automobile. Ou une personne moins soucieuse de sa santé à cause de l'assurance maladie. En raison de l'aléa moral, on se permet de prendre des risques de plus en plus grands, étant donné que, même si le risque se matérialise, c'est quelqu'un d'autre qui en assume les conséquences financières. Dans le cas de la crise de 2008, ce sont les gouvernements, et par conséquent les contribuables, qui ont assumé le gros des conséquences financières. En vertu de la doctrine du « too big to fail », c'est-à-dire les institutions financières trop importantes pour laisser faire faillite, l'aléa moral s'est traduit en une intervention qui a, en effet, socialisé les risques tout en mettant les profits dans les mains privées. Comme le révèle le documentaire que vous allez visionner plus tard dans ce module, à l'exception de Lehman Brothers, cet aléa s'est avéré très lucratif pour les dirigeants des banques d'importance systémique américaines, y compris les grandes banques d'investissement américaines. Bon, je ferme la parenthèse sur l'aléa moral. Pour résumer, le risque de contagion, c'est le risque de l'effet domino qui peut menacer la stabilité du système financier national ou international. Comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs façons dont la crise d'une institution financière peut entraîner une crise du système financier. Certaines sont en raison de l'interdépendance financière, comme dans le cas d'une banque d'importance systémique, tandis que d'autres découlent de modèles d'affaires semblables, comme dans le cas des marchés de capitaux qui vont en mode recherche de qualité, c'est-à-dire in a flight to quality mode. Voilà qui met fin à cet enregistrement. Le prochain enregistrement de ce module porte sur 2 catalyseurs importants de la crise financière de 2008. À la prochaine.